Bonjour, Monsieur Bernier. C'est un plaisir de vous recevoir sur la chaîne de Guns N' Roses, puis d'avoir également la chance de discuter avec vous des enjeux actuels, parce qu'on se mentira pas que l'heure est grave présentement. Oui, bien, merci de m'inviter. Ça fait plaisir d'être avec vous, puis de pouvoir avoir l'opportunité de parler, de communiquer avec les gens qui vous suivent. Ben oui, puis c'est un plaisir de vous recevoir. D'ailleurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Monsieur Bernier, pour les gens qui vous découvrent présentement, parce que c'est peut-être pas forcément tout le monde qui vous connaît, comment est-ce que vous pourriez décrire la mission première du Parti populaire du Canada? Bien, on est un parti populaire, populiste. On est un parti, pardon, qui met l'accent sur le bien-être des Canadiens. Au point de vue économique, on prône un gouvernement plus petit à Ottawa, on prône le libre marché et ce parti-là a été fondé sur quatre principes principaux: la liberté et la responsabilité individuelle, l'équité et le respect. Et pour nous, nos politiques, notre plateforme est toujours en ligne avec ces principes-là. Et la différence entre le Parti populaire et les autres partis comme les conservateurs, le Bloc québécois, le NPD ou les libéraux, c'est que nous, on ne fait pas de sondage à chaque élection. On ne change pas de plateforme électorale à chaque élection. On a bâti ce parti-là sur des principes clairs et des politiques claires, cohérentes. Et à chaque élection, c'est toujours les mêmes politiques. On a une vision très cohérente, très claire pour un pays plus libre et plus prospère. Et ce qu'on fait à chaque élection, on fait la promotion de notre plateforme qui est vraiment différente de tous les autres partis. On va avoir l'occasion certainement d'en parler ensemble, mais si les gens sont curieux, ils peuvent toujours aller sur notre site internet partipopulaireducanada.ca, cliquer sur la plateforme et vous allez voir nos politiques. C'est facile à lire et pour nous, bien, ça prend des grandes réformes pour pouvoir sortir du marasme économique et social dans lequel on est. Oui, puis on est bien empêtré sous la gouverne de Justin Trudeau. Puis d'après vous, c'est quoi, mettons, les plus grands enjeux économiques auxquels le Canada va avoir à faire face dans les prochaines années? Ah, l'enjeu le plus important, c'est l'immigration de masse, parce que l'immigration de masse a un impact sur toute la société, tous les sphères de la société. Mais quand je parle d'immigration de masse, je veux que les Québécois et les Canadiens comprennent bien. C'est quoi? Pourquoi que je dis qu'au Canada, on a une immigration de masse et il faut mettre fin à ça? Parce que l'an dernier, notre population, il y a eu 101 300 000 d'étrangers qui sont venus au Canada. Si on regarde la croissance de notre population par rapport à la croissance de la population des pays occidentaux, des pays de l'OECD, Mhm. notre croissance l'an dernier a été de 2,7. La moyenne de la croissance des pays occidentaux, 0,5. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est la croissance de la population au Canada est la plus grande de tous les pays occidentaux, 5 fois la moyenne des pays occidentaux. Et on rajoute à ça que 97 de notre croissance de la population est due à l'immigration de masse. Et là, si ça se poursuit, bien, c'est un remplacement de la population. Et on le voit là, quand je dis que c'est le dossier le plus important, parce que ça a un impact premièrement sur notre niveau de vie. Notre niveau de vie n'a pas progressé les 10 dernières années. Lorsqu'on a eu plus de personnes qui se sont joints au Canada, qui sont venus ici, plus d'étrangers, bien, ça fait en sorte que l'économie croît. Et notre économie a cru, oui, a grandi, a progressé, Mhm. mais le produit intérieur brut par habitant a diminué. C'est-à-dire que la tarte économique a grossi, mais notre portion de tarte a diminué. Et ça, depuis les 10 dernières années. Et parce que la croissance économique n'est pas assez rapide par Mhm. rapport à la croissance de la population. Donc, ça a un impact économique, ça a un impact aussi social, parce que les gens qui viennent ici, là maintenant, on a des gens qui viennent du tiers-monde, qui ne partagent pas nos valeurs, les valeurs de la société occidentale, ont de la misère à s'intégrer, vont plutôt vivre dans des ghettos, comme on le voit actuellement à Londres, à Paris ou bien en Allemagne. On ne veut pas que le Canada devienne un pays comme ça,
où il y a des places dans ces pays-là où c'est trop dangereux pour les citoyens d'y aller. Donc, il faut arrêter l'immigration de masse. Ça brise le tissu social de notre société. Ça a un impact aussi sur le coût des maisons, parce que tous ces gens-là qui viennent ici doivent avoir un toit. Et c'est une question d'offre et de demande. Et les autres partis disent qu'il faut construire plus de maisons, mais ils veulent construire plus de maisons pour accueillir plus d'immigrants. Nous, on veut mettre fin à la demande, c'est-à-dire avoir un moratoire sur l'immigration pendant quelques années, le temps de nous permettre d'assimiler tous ces gens-là qui sont venus ici et de régler la crise du logement qui sévit actuellement dans la plupart des grandes villes canadiennes. Donc, pour moi, pour répondre à votre question, l'enjeu le plus important pour l'avenir de notre pays, c'est l'immigration de masse, puisque ça a un impact social. Exemple sur les infrastructures, ça crée une pression sur nos infrastructures dans les écoles, ça crée une pression sur notre système de santé. Ces gens-là qui viennent ici ne sont pas plus jeunes que la population canadienne et ils vont avoir besoin des soins de santé. On sait aujourd'hui qu'il y a des listes d'attente énormes, que le Canada dépense et le Québec beaucoup d'argent en santé, mais que notre système est dysfonctionnel. C'est un des pires des pays occidentaux. Et donc, on ne peut pas se permettre d'accueillir tous ces gens-là. L'impact sur notre qualité de vie est trop grande. Ouais. Avez-vous un chiffre plafond que vous voudriez atteindre maximum par année ou est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Ben oui, aujourd'hui, le maximum par année, c'est 0 immigrant, un moratoire, aucun immigrant. Là-dessus, il faut ajouter les étudiants étrangers, les étudiants internationaux. Ils viennent ici aujourd'hui, c'est une façon pour eux d'avoir la résidence permanente. Moi, je crois que les faux étudiants étrangers qui viennent ici, qui viennent de l'Inde en grande partie, viennent ici étudient et après, lorsqu'ils ont leur diplôme, au lieu de quitter le pays comme ça se faisait dans le passé, restent ici. Ils deviennent des clandestins puisqu'ils n'ont plus de permis. Il y avait un permis seulement pour étudier. Et là, ils demandent leur résidence permanente. Et vous avez les conservateurs de Poliev et les libéraux de Carney qui leur disent, bien, c'est correct, vous êtes clandestins, vous ne respectez pas notre législation, vous ne voulez pas quitter le pays après vos études, c'est pas grave, on va vous donner un beau cadeau, on va vous donner la résidence permanente. Nous, on est contre ça, on va diminuer de la moitié le nombre d'étudiants internationaux. Les étudiants internationaux qu'on va accepter, ils vont étudier seulement. Aujourd'hui, les étudiants internationaux ont le droit de travailler 15 heures par semaine au Canada. Mais lorsque tu viens ici pour étudier, bien, ça coûte plus cher pour un étudiant international et tu devrais avoir l'argent pour étudier et vivre. Maintenant, les faux étudiants internationaux qui viennent de l'Inde, bien, prennent les jobs des jeunes Canadiens. Donc, on va diminuer de moitié le nombre d'étudiants internationaux. On va aussi diminuer grandement le nombre de travailleurs étrangers internationaux qui viennent ici, travailleurs temporaires. Maintenant, c'est de la main-d'œuvre bon marché pour les grandes entreprises, que ce soit Walmart ou Tim Hortons. Écoutez, si ces grandes entreprises-là ont besoin de main-d'œuvre, pour nous, ils ont seulement qu'à augmenter leur offre salariale, à donner de meilleurs salaires, et ils vont certainement avoir des Québécois ou des Canadiens qui vont appliquer pour l'emploi. Donc, on ne veut pas ouvrir les portes à l'immigration pour emmener de la main-d'œuvre bon marché à ces grandes entreprises-là. Et donc, les travailleurs étrangers temporaires devraient être ici, surtout dans le secteur agricole, mais dans les autres secteurs, on devrait couper ça pour permettre aux Canadiens d'avoir des emplois. Et on finit avec les réfugiés. On a accepté des faux réfugiés ici au Canada par la route Roxham. Maintenant, ça rentre par l'aéroport Trudeau à Montréal et Pearson en Ontario. On devrait retourner ces gens-là et accepter seulement des vrais réfugiés où leur vie est en danger dans d'autres pays. Et ça devrait, des réfugiés devraient être accompagnés par la société civile, parrainés par la société civile. Donc, c'est notre proposition, 0 immigrants, et on coupe de moitié le nombre des
des étudiants internationaux et des travailleurs temporaires qui viennent ici. Et comme ça, bien, on fait ça pendant quelques années jusqu'au moment où les gens qui sont venus puissent s'intégrer à notre société. Et après, lorsqu'on rouvre la porte à l'immigration, bien là, on reprend le système d'immigration qu'on avait il y a quelques années, où les gens qui viennent ici doivent avoir un emploi. Les gens qui viennent ici doivent être capables de parler anglais ou français. Et lorsqu'ils viennent, ils vont avoir le droit d'amener avec eux leur famille, c'est-à-dire la mère, le père et les enfants. Aujourd'hui, la description de réunion familiale, c'est la famille élargie avec l'oncle, la tante, la grand-mère, les frères et les sœurs qu'ils veulent faire venir au Canada. Moi, je dis, lorsque vous prenez une décision de quitter votre pays d'origine et de venir vous installer dans un nouveau pays, vous laissez derrière vous une partie de votre culture pour intégrer une nouvelle culture. Et c'est une décision difficile. Et vous laissez derrière vous votre famille élargie. Si vous voulez avoir votre famille élargie avec vous, votre oncle, votre tante, vos frères, vos sœurs, bien restez dans votre pays d'origine. Ne demandez pas à immigrer au Canada. Donc, c'est ces réformes-là qu'il faut faire. Et lorsqu'on rouvrira la porte à l'immigration, bien, il faut s'assurer d'avoir des entrevues en personne avec ces gens-là qui veulent devenir Canadiens pour s'assurer qu'ils partagent nos valeurs, qu'ici au Canada, les hommes et les femmes sont égaux devant la loi, qu'on a une charte des droits et libertés et que pour nous, l'intégration dans la société canadienne est importante. Et Mhm. tout ça, pourquoi je veux que ça soit l'élément central de l'élection? Parce que 70% des Canadiens, incluant les immigrants, disent que on en a assez de l'immigration de masse. Et on est le seul parti politique qui répond à cette demande-là. Les libéraux, les conservateurs sont d'accord avec l'immigration de masse. D'ailleurs, Poilievre veut avoir 250 000 étrangers par année, en plus des travailleurs étrangers temporaires, en plus des étudiants internationaux, en plus des réfugiés. Ça fait tout cela à peu près 1,5 million d'étrangers sur 3 ans. Et en pleine crise d'immigration de masse. Ça n'a aucun bon sens. Et les libéraux, de leur côté, eh bien, ils ont créé le problème et ils ne sont pas prêts à le régler. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous avez pogné plusieurs personnes avec votre poisson d'avril concernant les 200. Ça a fait fureur, ça a bien marché. Sous l'ère de Justin Trudeau, là, on peut dire qu'on l'a échappé belle avec le projet de loi 663 qui visait à censurer le monde. J'irais même jusqu'à dire qu'on a passé pas loin, en fait, de plonger dans une certaine forme de communisme, on peut dire ça comme ça. Mais en matière de liberté d'expression, comment est-ce que vous vous engagez concrètement à protéger la liberté d'expression des Canadiens? Mais on va faire le contraire de ce que le gouvernement libéral a fait, c'est-à-dire on va euh, abolir toutes les législations que le gouvernement Trudeau voulait passer, et certaines d'elles ont été en vigueur, sur le contrôle des réseaux sociaux. Nous, on croit que le gouvernement n'a pas à contrôler ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et on a déjà des législations au Canada dans le code criminel que lorsqu'il y a un discours haineux, bien, le code criminel est là et ça va régler la situation. On n'a pas besoin d'avoir un faux arbitre à Ottawa qui va juger qu'est-ce qui est bon et pas bon, que ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Nous, on prône la liberté et la responsabilité individuelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça fait partie de nos principes, de notre ADN. Et donc, on est pour la liberté d'expression. Et la même chose en ce qui concerne les médias traditionnels. On est pour couper toutes les vivres, tout ce que le gouvernement fédéral donne à tous ces médias-là traditionnels, parce qu'on veut que les médias soient indépendants et non pas dépendants du gouvernement. Et donc, on économiserait un 2 milliards de dollars là. Et si Radio-Canada fait faillite parce qu'ils n'ont plus d'argent de l'État, bien, ils feront faillite. On fait plus confiance aux médias indépendants, aux influenceurs, aux podcasts. Et donc, pour moi, c'est l'avenir. Les réseaux sociaux sont l'avenir, mais pour qu'ils soient l'avenir et que la population s'informe de plus en plus sur les réseaux sociaux, bien, il faut absolument que la liberté d'expression existe et c'est ça qu'on va faire. J'ai été moi-même censuré durant l'hystérie COVID sur les médias sociaux. Il y avait le narratif public et mensonger que prônaient les gouvernements et les médias traditionnels et l'autre narratif de vérité qui questionnait
le vaccin et son efficacité, ça a été, comme vous le savez, censuré avec des médecins experts qui disaient le contraire. On les a censurés. On a censuré les politiciens qui disaient le contraire, comme moi, sur les sites, des différents sites des réseaux sociaux. Ça, il faut que ça se termine parce que moi, pour moi, la liberté d'expression, là, ça se résume en une phrase, c'est-à-dire de permettre le discours que vous n'aimez pas. La liberté d'expression n'existe pas pour protéger le discours que vous aimez. Elle existe pour protéger le discours que vous n'aimez pas. Et oui, on a le droit de vous insulter, on a le droit de dire des propos que vous n'aimez pas ou de dire des propos basés sur des faits que vous ne voulez pas entendre. Ça, c'est la liberté d'expression. Elle existe dans notre charte et elle doit être préservée. Et nous, en tant que parti politique, comme on le fait durant COVID, l'hystérie COVID, on a défendu la Charte des droits et libertés et les Canadiens, et on va faire la même chose lorsqu'on sera au pouvoir. C'est super, c'est des bons points, des bons arguments. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis tantôt. En fait, c'est quoi votre vision par rapport à des groupes comme l'OMS, l'OTAN, puis le World Economic Forum? Est-ce que vous êtes en faveur ou en défaveur de ces organisations-là? Mais l'OTAN, maintenant, est une organisation militaire qui était pour protéger l'organisation du traité d'Amérique du Nord. Ça le dit, c'est ça le nom. Mhm. Pour protéger l'Amérique du Nord, une organisation défensive. Maintenant, l'OTAN est devenue une organisation offensive. Et pour moi, j'embarque pas là-dedans. On devrait re-questionner notre affiliation à l'OTAN, peut-être avoir une affinité et une entente plus formelle avec les Américains pour la défense du territoire nord-américain. Je pense que ça devrait être ça, le futur. Il faut réinvestir dans notre propre défense, au moins 2% de notre produit intérieur brut et respecter notre parole là-dessus. Et pour ce faire, bien avant de réinvestir, il faudrait congédier tous les généraux qui sont dans les forces armées, qui est maintenant une organisation woke et dysfonctionnelle, remettre un leadership avec des valeurs fondamentales où on fait la promotion par le mérite et non pas à cause de votre orientation sexuelle. Ça se passe aujourd'hui dans les Forces armées canadiennes. Et après ça, réinvestir dans les Forces armées canadiennes. Donc, on questionne le rôle de l'OTAN. Ce qu'on veut faire, c'est plutôt protéger l'Amérique du Nord avec les Américains. Pour ce qui est du Forum économique mondial, on n'a pas à être présent à ce forum-là ou être membre de ce forum-là. C'est des gens, des élites, les élites font la promotion, pardon, du socialisme, des idées communistes. Et pour nous, ça va à l'encontre de nos valeurs, les valeurs canadiennes. On ferait la même chose avec l'Organisation mondiale de la santé qui disait à tous les gouvernements durant la pandémie et de faire la promotion d'un vaccin qui n'était pas sécuritaire et qui n'était pas efficace. On le disait durant la COVID et l'avenir nous a donné raison. On n'a pas besoin de participer avec ces experts-là de l'Organisation mondiale de la santé. La santé est de juridiction provinciale et on a des experts dans les provinces qui peuvent bien s'en occuper si on a une autre pandémie. Ceci étant dit, la même chose pour les Nations unies. On est le seul parti qui va se retirer de l'entente sur la migration des Nations unies. Parce que pour les Nations unies, la migration est normale. C'est-à-dire, vous êtes un citoyen du Zimbabwe, vous devriez avoir le droit de venir au Canada et de devenir un citoyen canadien. Il faut se retirer de ce pacte-là parce que la migration n'est pas normale. Et être citoyen canadien est un privilège. Et ça, c'est notre position. On est le seul parti politique qui n'est pas globaliste. Les conservateurs et les libéraux, sur tout ce que je viens de dire, sont d'accord de rester membres de ces organisations-là, de financer ces organisations-là. Nous autres, on ne financera pas les Nations unies. On va financer les Nations unies seulement lorsqu'ils vont faire des actions qui sont en ligne avec les valeurs de la société occidentale et avec nos valeurs. Et je tiens à vous dire qu'on va économiser beaucoup d'argent parce que les valeurs des Nations unies, c'est des valeurs globalistes, c'est des valeurs socialistes, c'est des valeurs où ils veulent imposer un gouvernement mondial qui aurait suprématie
par rapport aux autres pays, aux autres gouvernements. Ça n'arrivera pas demain matin, je suis conscient, mais c'est le but ultime. Ça peut arriver dans 20 ans, dans 30 ans. Regardez juste en Europe. En Europe, il y a un gouvernement supranational, la communauté européenne. Les Anglais ont décidé de sortir de la communauté européenne pour regagner leur souveraineté et devenir indépendants et souverains. Et la communauté européenne est une organisation supranationale où les décisions de la communauté européenne prennent le dessus par rapport à des décisions locales de pays, d'autres pays, et donc les pays perdent leur souveraineté. Pour les Nations unies, c'est la même chose qu'ils veulent faire, mais à l'échelle mondiale. Et ça, c'est leur projet dans quelques années. Nous, on n'embarque pas là-dedans. Et c'est pour ça qu'on fait la promotion de la souveraineté de notre pays, de la souveraineté individuelle des Canadiens, qu'on veut un gouvernement qui respecte la Constitution, qui se bat pour le Canada et qui met de l'avant des politiques qui vont engendrer de la prospérité au Canada. Mhm. Vous avez effleuré le sujet tantôt, mais selon vous, c'est quoi les deux, trois différences majeures entre, parce que les gens vous comparent avec le Parti conservateur, mais ça n'a rien à voir, là. C'est vraiment pas c'est vraiment très, très, très différent. Quand on lit les deux programmes comme il faut, qu'on porte attention, ça n'a absolument rien à voir. Tu sais, comme ceux qui veulent, exemple, tu sais, comme le Parti conservateur, eux autres, ils veulent engraisser l'Ukraine, ils veulent plus d'immigration. Mais à part ça, là, c'est quoi qui vous différencie majoritairement du Parti conservateur? Ah, sur plusieurs points. Bon, on va résumer un peu, là. J'ai parlé de l'entente de Paris. Le Parti conservateur et les libéraux veulent rester dans l'entente de Paris. Nous, on va sortir de l'entente de Paris. Ils n'imposeront pas de taxes sur le carbone, mais les conservateurs vont imposer plus de réglementation et ils vont donner des subventions à l'industrie verte. Ils vont dépenser des milliards de dollars, tout comme les libéraux, pour atteindre les cibles de Paris. Nous, on ne fera pas ça. Donc, accord de Paris, on sort. Accord de Paris, les deux, libéraux et conservateurs, restent dans cet accord-là et nous imposent d'autres mesures. L'immigration de masse, on en a parlé. Nous, on fait un moratoire, on arrête ça, on fait une pause. Les deux autres veulent continuer à avoir de l'immigration de masse. Je peux parler d'équilibrer le budget. Nous, on est fiscalement responsable. On veut équilibrer le budget en un an. Le déficit cette année sera aux alentours de 50 milliards de dollars. Et je peux vous dire qu'on a trouvé pour 60 milliards de dollars de coupures qu'on peut faire la première année pour équilibrer le budget. Et après ça, tous les surplus engendrés au gouvernement ira en baisse de taxes et d'impôts pour les Canadiens. Tandis que les libéraux et les conservateurs ne parlent même pas de comment ils vont payer leurs taxes d'impôts. Ils vont plutôt augmenter les déficits, augmenter la dette. Et on sait que les déficits d'aujourd'hui sont les taxes de demain et l'inflation de demain, qui l'inflation est une taxe. Donc, ceci étant dit, conservateurs et libéraux, on attend encore aujourd'hui de trouver quelle coupure le Parti conservateur et libéral va faire pour être capable de livrer leurs promesses de baisse de taxes. Et on attend encore de savoir dans combien d'années les libéraux et les conservateurs vont équilibrer le budget. On se rappelle qu'à la dernière campagne électorale, autour, le chef conservateur, qui est supposément un conservateur, a dit qu'il allait équilibrer le budget en 5 ans, mais il voulait avoir un mandat de 4 ans. Donc, ça nous disait qu'il n'aura pas le budget. Et Poilievre, bien, n'en parle pas. Et il va faire la même chose. Il n'aura pas le courage de couper les dépenses pour équilibrer le budget et après ça, donner des baisses d'impôts réelles et durables aux Canadiens. Une autre différence fondamentale. Je peux aller sur toute l'idéologie woke. Je suis le seul politicien qui dit qu'il y a deux sexes seulement, puis que les hommes ne devraient pas biologiques compétitionner contre les femmes dans les sports de femmes. C'est incroyable que, excusez, je veux pas vous couper, c'est incroyable que ce soit un enjeu politique, ça, là. C'est pas censé être un enjeu politique en 2025 qu'on soit obligé d'expliquer au monde qu'il y a deux sexes, là. Il me semble que ça me dépasse complètement, ça. Ben, moi aussi, écoutez, là, quand, quand je suis rentré en politique après avoir travaillé 19 ans dans le secteur privé en 2006, j'aurais jamais pensé qu'un jour dire que seulement deux sexes, ça allait être un scandale et qu'on ne pouvait pas dire ça, c'était pas politiquement correct. Ça respectait pas la rectitude politique de dire que deux sexes, mais c'est la réalité biologique. Donc, nous, on veut, et la transition aussi, une grosse différence entre nous et les conservateurs et les libéraux et tous les membres du Parlement, tous les députés, pardon, ont dit qu'ils ont voté pour le projet de loi C4, qui est le projet qui autorise la transition
la mutilation des jeunes en bas de 18 ans, où on leur donne des bloqueurs d'hormones, où on va faire des opérations pour les changer de sexe. Et pour moi, eh bien, il n'y a pas de transition. Ça n'existe pas. Il y a seulement deux sexes et il n'y a pas un enfant qui est né dans un mauvais corps. Et les enfants, il faut qu'ils apprennent à aimer leur corps. Je sais qu'il y a quelques enfants qui peuvent souffrir de dysphorie du genre, mais là, aujourd'hui, avec le projet de loi C4, il est devenu illégal et criminel pour un parent de parler à son enfant d'avoir des traitements avec son enfant pour qu'il accepte son corps, à rencontrer un psychologue, par exemple. C'est illégal et vous pouvez vous pouvez aller en prison pour 5 ans si vous faites ça. Mais le contraire est légal, c'est-à-dire que si vous encouragez votre enfant à transitionner, à mutiler son corps, ça, c'est normal. Les Mm. conservateurs et les libéraux ont voté pour ça. Nous, on va abroger cette législation. Donc, toute la théorie woke, la culture woke, Poilievre fera rien là-dessus, tout comme les libéraux. Et je peux terminer avec une autre différence fondamentale, c'est ce qui arrive aujourd'hui avec nos relations avec les Américains. Poilievre et Trudeau sont d'accord, ils font une guerre commerciale aux Américains, guerre commerciale qu'on ne peut pas gagner. Les Américains sont 10 fois plus gros que nous et en imposant des contre-tarifs, ça affectera aucunement l'économie américaine et les exportateurs américains. On est un trop petit marché pour eux, mais ces contre-tarifs-là affectent les consommateurs canadiens. Et ce que fait Poilievre et Carney, c'est qu'ils nous taxent encore plus. 25 de tarif sur toutes les importations provenant des États-Unis. C'est une taxe qu'on impose aux consommateurs canadiens. C'est nous qui les payons. Et nous, les consommateurs, il faut dire, on est d'accord avec ça, on veut plus de contre-tarifs, c'est complètement ridicule. Nous, on n'embarque pas là-dedans, on n'imposerait aucune taxe aux Canadiens, aucun contre-tarif. On s'assurait d'avoir une entente de libre-échange immédiatement avec le président Trump en mettant tout sur la table. Et une autre différence qu'on a avec les conservateurs et les conservateurs et les libéraux veulent protéger le cartel de la gestion de l'offre et ne pas mettre cette industrie-là et mettre fin à ce cartel-là pour le bénéfice des consommateurs canadiens. Ils veulent travailler et protéger un cartel au lieu de travailler pour l'ensemble des travailleurs canadiens et de toutes les industries. Et en ce faisant, en protégeant le cartel, bien, on n'aura pas d'entente de libre-échange avec les Américains, puisque le président Trump a tweeté sur X à plusieurs reprises qu'il trouve ça aberrant, le fait que le Canada impose des tarifs de 300 sur les produits laitiers, le fromage, le lait et les œufs, et il veut que ça tombe. Nous, on est prêt à laisser tomber ça pour avoir une entente de libre-échange où on n'imposerait aucun tarif de notre côté et les Américains feraient la même chose, où on aurait un vrai libre-échange. Mais pour Poilievre et Carney, ils travaillent dans l'intérêt du cartel et non pas dans l'intérêt des Canadiens. Et en faisant ça, ils nous appauvrissent en nous imposant une autre taxe. Et on devrait être content de ça. Et moi, je dis, ce qu'ils font, là, c'est un faux patriotisme en disant que l'ennemi est M. Trump, président Trump. L'ennemi n'est pas Trump, l'ennemi est notre propre gouvernement. L'ennemi, ce sont ces deux partis politiques-là qui font des politiques qui nous appauvrissent et en essayant de nous faire croire que c'est pour notre propre bien. Exact. C'est très bien répondu. On a appris il n'y a pas longtemps qu'il va y avoir aucun député conservateur, aucun représentant conservateur dans la capitale nationale. Jusqu'à quel point que ça représente une occasion stratégique, ça, une occasion en or d'ailleurs pour le PPC et Daniel Brisson à Québec. Oui, Daniel est notre lieutenant pour le Parti populaire. C'est lui qui s'occupe de nos candidats et je tiens à le remercier parce que grâce à lui, je pense qu'on a des candidats dans la plupart des comtés au Québec. S'il nous en manque, c'est peut-être deux, trois, mais dans la plupart des comtés au Québec, Daniel a fait un bon job et Daniel se présente aussi à Québec dans la capitale nationale. Et oui, effectivement, les conservateurs n'ont pas présenté de candidat. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, je ne sais pas pourquoi, mais nous, ce vote-là, des gens qui pensaient voter conservateur, on est les vrais conservateurs. On est ceux qui défendent les valeurs conservatrices familiales. On est ceux qui défendent
défendre un gouvernement à Ottawa plus petit, qui va être fiscalement responsable, qui va équilibrer le budget en un an, qui va baisser vos taxes et vos impôts. Donc, on est la vraie option et je pense que ça va donner une bonne chance à Daniel d'être élu à cette élection-ci. Moi, je pense que le Parti populaire peut élire ses premiers candidats à cette élection-ci et passer à l'histoire. Mais on pourrait se faire un beau cadeau, là, puis tout le monde de Québec voter pour Daniel. Ça serait vraiment super de l'avoir. Ça serait vraiment Et, génial. oui, et il est prêt. Daniel, c'est un homme d'expérience. Il s'est déjà présenté à la mairie de Québec. Il est avec nous depuis la fondation du parti. Et pour moi, Daniel, c'est un actif important pour le Parti populaire. Oui. Puis c'est une bonne personne, c'est un bon gars aussi. Puis il Oui. est à son affaire. Donc moi, je serais pas gêné du tout de voter pour Daniel. Pensez-vous que les médias traditionnels traitent votre parti de façon équitable par Mais rapport non, aux autres partis? Je sais ben la non, réponse, là, mais oui, oui. Ben non, absolument pas, là. Écoutez, on a eu 5% du vote, le Parti vert a eu 2%. On n'a aucune visibilité dans les médias nationaux. Ils font comme si on n'existait pas. On est un parti national, on a des candidats dans presque tous les comtés à travers le pays. On a une plateforme qui est différente, j'en ai parlé depuis une demi-heure, là, de tous les autres partis. On devrait avoir une voix dans les grands médias, mais non, ils nous ignorent et je crois qu'ils nous ignorent parce qu'ils savent que nos idées sont puissantes, que si plus de gens puissent entendre nos idées et notre plateforme et comprendre notre vision du pays, bien, cette partie-là, notre croissance serait beaucoup plus rapide. Et là, ben, leur stratégie, au lieu d'être médias indépendants et neutres dans une campagne électorale et faire entendre tous les points de vue, bien, ils font en sorte de nous exclure des débats à Ottawa, exclure des grands médias nationaux. Mais je devrais dire que lorsque je me promène à travers le Canada, je fais des conférences de presse à chaque jour sur différents sujets, je réponds aux questions. Et souvent, lorsque j'étais à Halifax, par exemple, Radio-Canada local nous a suivis. Lorsque j'étais au Saguenay, j'ai eu TVA et Radio-Canada qui nous ont suivis. Quand même, j'ai eu de la couverture dans certains médias locaux. Au moins, ça, c'est bien. Mais dans les médias nationaux et les téléjournaux et tout ça, on nous oublie. C'est dommage parce que on empêche la population d'entendre une alternative vraiment différente. Mais moi, pour contrer ça, je fais, c'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui, je fais beaucoup de podcasts, je prends le temps de répondre aux questions. Parce qu'aujourd'hui, en te parlant, là, je vais peut-être, quand tu vas mettre cette vidéo-là sur les réseaux sociaux, je vais peut-être toucher 200, 300, 1000 personnes. C'est comme si j'avais fait un discours devant 1000 personnes, ou plus, ou moins. Mais pour moi, c'est l'avenir. Les médias sociaux, les influenceurs, les podcasts sur YouTube, c'est l'avenir et je pense qu'il n'y a pas un politicien dans la prochaine campagne électorale en 2029 qui va pouvoir s'en sortir dans une campagne électorale sans avoir une discussion d'une demi-heure, une heure ou une heure et demie avec un influenceur. Président Trump l'a fait. Ça lui a aidé à gagner, à aller chercher le vote des jeunes. Harris ne l'a pas fait. Les démocrates ne l'ont pas fait. Et moi, bien, j'essaie de prendre toutes les opportunités. Je suis très actif sur le terrain en rencontrant les gens, aidant mes candidats et très actif sur les réseaux sociaux. Donc, même si les médias traditionnels nous ignorent, font comme si on n'existait pas, bien, l'alternative, c'est d'être sur les réseaux sociaux parce que l'avenir des médias traditionnels, là, j'en vois pas un bel avenir, là. Ils perdent de leur abonnés, leur code d'écoute est très basse et plus en plus de gens vont prendre leur information sur les réseaux sociaux. C'est l'avenir et les médias traditionnels sont en train de mourir. oui, exactement. Puis ils sont toujours à la recherche de plus de financement en Ah plus. oui. Il y a des gens de tous les âges, de tous les groupes de la société qui écoutent Games and Roses. On n'est pas enfermé dans un groupe d'âge en particulier. Puis je me demandais quel message vous auriez, exemple, pour les citoyens du Canada qui ont complètement perdu foi en tout ce qui se rapproche à la politique en général. Ils sont plus nombreux qu'on pense, ces gens-là. Des gens qui ont plus espoir, des gens qui pensent plus que ça peut passer par la politique. Euh, Oui. Les gens qui ont décroché, là.
Oui. Il y en a 40%, 40% de notre population n'a pas voté à la dernière campagne électorale. Pourquoi ils n'ont pas voté? Je pense que je suis d'accord avec vous. C'est le fait qu'ils regardent les partis politiques traditionnels et disent c'est du pareil au même. D'ailleurs, je viens de vous montrer toutes les ressemblances entre les conservateurs et les libéraux. Et puis, ils nous disent quelque chose un jour, ils font le contraire l'autre journée. Et donc, et la crédibilité des politiciens est à un niveau très bas. Bien, nous, moi et le Parti populaire, bien, on a une opportunité, c'est cette clientèle-là qu'on recherche. Imaginez-vous si seulement 20%, la moitié des 40% supportaient le Parti populaire, on serait à 20%. Donc, pour moi, quelqu'un qui a décroché, qui regarde les partis traditionnels puis qui se disent, écoutez, là, ils nous prennent pour des imbéciles, ils n'ont pas les vraies solutions, ils n'ont pas le courage de nous parler de la vérité. Bien, on est complètement contraire. C'est pour ça qu'on a formé le Parti populaire. On offre une option différente par rapport aux autres partis politiques. Et je pense que oui, on peut attirer ces gens-là qui n'ont pas voté au niveau fédéral. D'ailleurs, quand je fais des discours, quand je rencontre des gens, souvent, il y a des gens qui viennent me voir, Maxime, j'ai jamais voté au niveau fédéral, ça va être la première fois que je vais voter pour le Parti populaire. Et ça, j'aime ça, entendre ça. Parce que oui, je dis aux gens qui ont décroché, on est votre solution. On ne change pas d'idée à chaque élection. On ne fait pas de sondage. Allez sur notre site Internet, lisez notre plateforme. Vous allez voir qu'on dit les vraies choses. On ne parle pas en slogan, des slogans creux. On dit la vérité aux gens, que vous vouliez l'entendre ou pas. La vérité basée sur des faits, basée sur la raison, basée sur la réalité et les valeurs occidentales que l'on partage. Donc, moi, je pense que l'avenir du Parti populaire passe beaucoup par ces gens-là qui ont décroché. Il faut essayer de leur dire, écoutez, là, on existe, on est là et on est vraiment différent. Prenez 2 minutes pour consulter notre plateforme et vous allez le voir de vous-même. Oui. Puis ça va. Je suis convaincu vous allez avoir un gros boom cette année. Moi, je suis sûr, j'ai le feeling en tout cas qu'il va y avoir une grosse surprise aux prochaines élections que vous allez causer. Puis la semaine dernière, moi, j'étais à l'épicerie, puis devant moi, il y avait deux madames d'un certain âge qui discutaient, puis il y a une madame qui disait à l'autre que elle allait voter Mark Carney parce qu'elle trouvait que Mark Carney était plus beau que Pierre Poilievre. Elle trouvait qu'il avait les cheveux gras. Écoute, comment voulez-vous convaincre des gens comme ça qui votent selon des critères de beauté et non par le programme électoral? Moi, ça me dépasse. Comment vous pourriez rassurer une petite madame qui veut voter pour le Parti libéral parce qu'elle trouve le chef du Parti libéral cute? Et ça, les politiciens traditionnels comme Poliev et Carney le savent. Et c'est pour ça que durant une campagne électorale, ils font appel aux émotions des gens. Et ils veulent avoir leur appui en utilisant les émotions. Comme ils ont fait lors de la COVID, ils ont utilisé la peur et la propagande avec les médias pour contrôler le comportement des Canadiens. Nous, il faut que vous fassiez un effort. On veut faire appel à votre intelligence. Il faut que vous lisiez la plateforme et dire, oui, ça a du bon sens, je vais les appuyer. On ne fait pas de la politique par émotion pour essayer avoir l'appui des gens. On leur dit, on croit en vous, on croit aux individus, on ne croit pas que le gouvernement est votre sauveur, on pense qu'il faut un gouvernement plus petit qui va vous laisser plus de liberté. Lisez notre plateforme. Si vous aimez ça, j'espère que vous allez voter pour nous. Et je peux vous dire que mes gens sur le terrain me disent, et je pense que c'est pas mal vrai, lorsque quelqu'un va sur notre plateforme et va sur notre site et lit notre plateforme, 90% du temps, cette personne est en accord avec notre plateforme et donc elle est prête à nous appuyer. Moi, ce que je dis aux gens, là, regardez les plateformes électorales, arrêtez de croire mot pour mot ce que vous disent les médias, soyez critiques envers les politiciens. Et ce qui nous aide, nous, c'est que la crédibilité des politiciens est à son plus bas niveau. Mais nous, au Parti populaire, la crédibilité augmente. Pourquoi? Parce qu'on dit la même chose à chaque élection. Parce que vous pouvez voir une vidéo de moi il y a 15 ans ou il y a 10 ans dire la même chose que je dis aujourd'hui. Et ça, cette crédibilité-là, elle est précieuse pour un politicien. Et c'est comme ça qu'on va gagner l'appui des gens, avec des bonnes idées, mais en étant crédible et honnête. Et plus on en parle, plus on croit, plus le Parti populaire croit. Et pour moi, ben, c'est l'avenir. Mais oui, je trouve ça décevant quand quelqu'un ne regarde pas la plateforme et vote seulement
pour le côté physique d'un politicien. J'aimerais ça que les gens passent au-delà de ça, mais on a beaucoup de travail à faire. Oui, j'irai maintenant avec la question qui tue. On n'est pas tout le monde en parle. Je peux quand même la poser. Pour ou contre l'annexion des États-Unis en 51e État ou en abolissant la frontière, ça peut être sous deux formes différentes, là, mais est-ce que vous êtes pour ou contre une annexion éventuelle? Mais premièrement, on essaie de faire en sorte, les médias et les conservateurs et les libéraux essaient de faire en sorte que c'est la question que les gens doivent se poser avant d'aller voter. La souveraineté du Canada, elle est en danger. Donald Trump va nous annexer. Tout ça est faux, tout ça est pas vrai. C'est du faux patriotisme. Donald Trump dit ça pour déstabiliser son futur, la personne qui va négocier l'entente de libre-échange. Si on lit son livre, L'art d'une entente, The Art of a Deal en Mhm. anglais, on Mhm. voit qu'il procède toujours comme ça, en déstabilisant la personne avec qui il veut négocier. Donc là, les libéraux et les conservateurs prennent ça en disant, si oui, c'est vrai, notre ennemi est Trump, et il faut préserver la souveraineté du Canada. Comme j'ai dit tantôt, notre ennemi n'est pas Trump. Donc, pour ou contre, contre, nous, on défend la souveraineté du pays. Mais pour ce faire, il faut faire des changements majeurs à Ottawa. On a un sentiment séparatiste au Québec et en Alberta, pas à cause de Trump, à cause du gouvernement fédéral, à cause des mauvaises politiques, à cause des conservateurs en Alberta qui prennent le vote des Albertains pour acquis et qui ne parlent pas des vraies choses qui préoccupent les Albertains, comme un autre exemple, la péréquation. Poilievre et Trudeau sont d'accord, et Carney, par exemple, Poilievre et Carney sont d'accord à garder les paiements de péréquation comme ils le sont. On sait qu'il faut changer la formule, c'est injuste, il faut réduire drastiquement les paiements de péréquation qu'on envoie. L'Ouest canadien, pour eux, c'est un irritant et ils ont raison, mais on n'en parle pas de ça. Encore une fois, conservateurs et libéraux sont les mêmes sur cette politique-là. Donc, ceci étant dit, le Canada va rester souverain si on respecte la Constitution, si on donne pleine autonomie aux provinces, comme c'est écrit dans la Constitution. Le Québec et l'Alberta ne voudront plus partir puisqu'ils auront pleine autonomie dans leur champ de juridiction. Si on ne fait pas ça, bien là, on risque de donner de l'oxygène au mouvement séparatiste en Alberta et au Québec. Et donc, ce ne sera pas à cause de Trump si ce pays-là se désintègre et que certaines provinces sont indépendantes. Ce sera à cause de nos propres politiciens ici au Canada. Ouais, disons qu'ils nous ont pas laissé beaucoup de chance là, dans les 10 dernières années au fédéral. Là, ça fait très mal. Euh, Est-ce que vous permettez qu'on pose des questions? Moi, hier sur Facebook, j'ai demandé à des gens du public s'ils voulaient poser des questions et il y en a qui m'en ont posé des intéressantes. Donc, Oui, trois ou quatre oui, questions. Oui, on les oui, prend. absolument. Parfait. J'ai Lise ici, puis là, je vais juste prendre ma note ici, là. J'ai Lise ici qui veut savoir comment pourriez-vous régler le problème de personnes âgées qui retournent sur le marché du travail et qui perdent tout dans leurs acquisitions de pensions supplémentaires de revenus garantis si leur gain dépasse 5 000 $ de revenus. Ça revient souvent, cette question-là. Ben oui, les aînés s'appauvrissent. Écoutez, les aînés qui ont des pensions fixes indexées à l'inflation, l'inflation officielle est 2%. Donc, le gouvernement leur donne 2% d'augmentation, quand l'inflation réelle est peut-être 5 à 8%. On sait lorsqu'on fait notre épicerie. Donc, si l'inflation réelle est 5%, les gens s'appauvrissent de 3% par année. Il faut arrêter ça. Mais le moyen, il faut être responsable. Comme je l'ai dit, on équilibre le budget en un an, on crée des surplus. Et là, avec les surplus, on baisse les taxes et les impôts, on indexe les pensions au vrai taux d'inflation en changeant la façon dont on calcule l'inflation. C'est ce que font les économistes actuellement, parce que le gouvernement n'aime pas ça démontrer que l'inflation est élevée, parce que les gens risquent de se révolter. Donc, ils disent que l'inflation est 2% avec une formule qui donne 2% d'inflation, lorsque réellement, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on change la formule, on indexe les pensions au vrai taux d'inflation, le taux d'inflation que les gens paient dans leur vie quotidienne. Et oui, on augmente les pensions après ça. Les aînés ont travaillé toute leur vie et là, maintenant, bien, ils s'appauvrissent d'année en année avec le système. Mais on ne fera pas ça la première année. On va faire ça avec des surplus, on n'empruntera pas et comme ça va être des réductions permanentes.
Exact. C'est super. Maintenant, j'ai une question de Laura DeWitt qui demande si vous seriez premier ministre, est-ce que vous demanderiez une enquête sur le rôle qu'a joué le Canada dans la pandémie et feriez-vous la lumière sur les scientifiques escortés par la GRC du laboratoire de Winnipeg? Oui, oui, effectivement, on ne veut pas tourner la page sur ce que le gouvernement et les libéraux et les conservateurs nous ont fait durant la pandémie. Ils ont brimé nos droits et libertés. Moi, j'étais emprisonné en prison au Manitoba pour défendre la liberté de choix. Et il faut avoir une commission parlementaire qui va regarder tout ce qui s'est passé et faire venir les témoins pour que ça soit écrit dans nos livres d'histoire et la GRC va être à même de voir ces témoins-là. Et s'il y a des preuves de des gens qui ont agi criminellement, bien le rôle de la GRC sera de les poursuivre. Donc, on est d'accord avec ça. Il faut que les gens qu'on puisse avoir la vérité sur ce qui est arrivé, qui tirait les ficelles, pourquoi c'est arrivé, pourquoi on nous a menti. Je veux les réponses à la plupart des questions. Je veux qu'on fasse en sorte qu'on compense les fonctionnaires, les gens des forces armées, les infirmières qui ont perdu leur emploi à cause qu'ils ont décidé de ne pas s'injecter un médicament qui n'était pas sécure et efficace. Donc, ces gens-là doivent être capables de revenir à leur emploi avec pleine compensation. Effectivement, il faut faire un grand débat là-dessus euh, pour s'assurer qu'une pandémie comme ça ne revienne pas dans le futur. Juste avec ça, là, vous venez de gagner une coupe de vote, là. Ici, j'ai Caroline Bazinet qui demande comment faire pour retrouver une vraie justice au Canada, que les juges, les procureurs, les avocats et les policiers travaillent dans la justesse pour le bien commun, pour les citoyens. Oui, les gens ont raison de dire qu'ils n'ont plus confiance au système judiciaire. D'ailleurs, le système judiciaire, les juges nous ont laissé tomber lors de la COVID. J'ai moi-même fait une action contre le gouvernement du Canada. J'ai poursuivi avec Brian Petford, l'ancien premier ministre de Terre-Neuve. On a poursuivi le gouvernement fédéral parce qu'on nous obligeait à avoir un passeport vaccinal pour voyager à travers le pays. Et comme on le sait dans la Charte des droits et libertés, la garantie de mouvement existe. On nous a brimé nos droits mais la Cour suprême n'a pas voulu nous entendre. Les tribunaux n'ont pas joué leur rôle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut s'assurer, avant de nommer un juge, d'avoir que ce juge-là comparaisse devant un comité parlementaire où les politiciens vont être capables de poser des questions, de juger de la compétence de ce juge-là et après ça, faire des recommandations au premier ministre. Un peu comme le système de juges qui sont nommés à la Cour suprême des États-Unis, c'est un système transparent où les juges potentiels ou les futurs juges doivent passer par un processus rigoureux de questions par les gens du Congrès. On devrait faire ça. Je pense que ça l'aiderait beaucoup à avoir une législature plus compétente. Oui. Puis en terminant, dernière question, j'aurais Carole Dussureau qui voulait savoir une autre question par rapport aux pensions. Y aurait-il des augmentations de pensions de vieillesse? Ça, c'est la question qui revenait le plus souvent, c'était ça, je pense. Non, non, il n'y en aura pas la première année parce on va équilibrer le budget. Je vais Mhm. vous dire, et après la deuxième année, oui, on va augmenter les pensions, diminuer les impôts. Je vais vous dire comment on va équilibrer le budget et pourquoi c'est faisable en un an. Premièrement, on va couper, je vous ai dit que le déficit est 50 milliards de dollars. On va couper 10 milliards de l'aide internationale. On va couper 2 milliards qui s'en vont aux médias. On est rendu à 12. On va couper 5 milliards de l'argent que le gouvernement donne aux Premières Nations. Le gouvernement Trudeau a triplé le montant que le Canada donne aux Premières Nations ces 10 dernières années. C'est 32 milliards qu'on donne aux Premières Nations, puis encore des réserves qui n'ont pas d'eau potable sur les réserves. On va prendre un 5 milliards là. Donc, je suis rendu à 10, 15, à 17 milliards de dollars. On va couper la péréquation, qui est un montant de 26 milliards de dollars que le gouvernement donne aux différentes provinces. On va le couper en deux. On va économiser 13 milliards de dollars. Pourquoi? Parce on veut donner un incitatif pour le Québec et les provinces pauvres pour que celles-ci développent leurs richesses naturelles. Au Québec, il y a des gaz de schiste qui ne sont pas exploités. Il y a un moratoire là-dessus. Si on coupe la péréquation de moitié, le gouvernement du Québec va avoir le meilleur incitatif pour développer ses richesses naturelles et devenir plus riche. Donc, je suis rendu à 17 plus 13, 20, donc 30 milliards de dollars. On va couper l'aide qu'on donne
aux entreprises, toutes les subventions aux entreprises, il y en a pour 26 milliards de dollars. Donc, je suis rendu à 30, je suis rendu à 56 milliards de dollars. Euh, il manque 4 milliards de dollars pour arriver à 60 et faire un surplus de 10 milliards de dollars avec lequel on va diminuer les taxes et les impôts et augmenter les pensions. Euh, cet argent-là, on peut aller le prendre dans l'aide qu'on a donnée à l'Ukraine, 20 milliards de dollars. Et là, dans le budget, c'est encore d'autres 3, 4 milliards de dollars qu'on donnerait encore les prochaines années. Déjà là, on a à peu près 60 milliards de dollars de coupures. Ça m'a pris 2 minutes à cibler 60 milliards de coupures et Poliev et Carney n'ont pas le courage de vous dire où ils vont prendre parce qu'ils ne veulent pas faire de coupures. Ils ont peur de la réaction des gens, mais c'est la meilleure chose à faire. Donc, ce que je vous dis, là, on est responsable, on coupe et avec les surplus, on a déjà créé un surplus de 10 milliards de dollars. L'ensemble des surplus va à la réduction des taxes et les impôts. On va avoir un taux unique d'imposition sur les entreprises à 15. On va abolir l'impôt sur les gains en capitaux. Ça va permettre aux Canadiens d'accumuler de la richesse. On va aussi en même temps augmenter les pensions. Donc, on peut tout faire ça la deuxième année. C'est ça la proposition responsable du Parti populaire. Ben écoute, écoutez, c'est vraiment très intéressant tout ça. On va savoir sur quelle cause voter lors des prochaines élections. Du moins, j'espère qu'on aura éclairé quelques personnes. En terminant, je voulais vous dire, je voulais juste vous rappeler une chose aux gens qui nous écoutent présentement, c'est qu'en 2020, il y a plusieurs politiciens qui ont été invités à venir s'exprimer, à venir exprimer le mécontentement dans la rue avec nous autres quand on manifestait contre les mesures sanitaires. Puis pendant que Pierre Poilievre déclinait les invitations, moi, je me rappelle très bien que Maxime Bernier et les membres du PPC aussi, étaient dans la rue avec nous autres quand ça comptait. Puis ça, je tiens à vous en remercier personnellement parce que vous étiez le seul à le faire. Il n'y en avait pas d'autres. Zéro. Fait que tant qu'à moi, avant de, avant même de lire votre programme électoral, les gens qui ont trouvé cette période-là difficile ont le devoir moral d'aller mettre un petit carton avec son candidat du PPC dans une petite boîte de carton le 28 avril prochain. Et juste pour ça, en partant là, je veux dire, étant donné que vous étiez le seul, si jamais ça réarrive, ça, je suis convaincu que vous allez être le seul aussi à le faire. Donc juste là, pour moi, ça mérite au moins, même les gens qui pensent, cette année, je pense que j'irai pas voter ou quoi que ce soit, juste ça. Rappelez-vous juste ça. Pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est la raison pour laquelle est-ce que moi je vais le faire, parce que moi j'étais de ceux qui étaient sur le point d'annuler de se retirer de la liste électorale, puis je me suis dit non, on peut pas se retirer de la liste électorale cette année, en tout cas du moins pas cette année, c'est impossible, pas avec les efforts que le PPC a fait, pas nager à contrevent comme ils le font, ils ont une belle équipe. Aujourd'hui, ils prennent le temps de venir sur notre plateforme. Tu sais, ils savaient même pas j'étais qui probablement. Puis c'est vraiment, écoute, c'est très, très, très apprécié. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va vous souhaiter la meilleure des chances pour avoir le plus de victoires possible, parce que c'est dans 2 semaines, là. Ça arrive vite. Oui, ça arrive vite et je tiens à te remercier aussi pour m'avoir donné cette opportunité-là de pouvoir rejoindre tes auditeurs, et les gens qui te suivent. Et puis, pour moi, si les gens ont des questions ou quoi que ce soit, ils peuvent toujours écrire à notre parti à info@parti-populaire-du-Canada.ca. S'ils veulent avoir plus de nouvelles, ils peuvent me suivre aussi sur Twitter, Maxime Bernier. On est sur Rumble, sur tous les réseaux sociaux. Et puis, sur notre site, il y a notre plateforme électorale, qu'elle est là, elle est complète. Je vous mettrai au défi d'aller sur le site du Parti conservateur ou du Parti libéral pour essayer de trouver leur plateforme électorale. Elle n'est pas là. Et nous, on est là. Ça fait que si vous aimez nos idées, j'espère bien que vous allez nous appuyer parce que c'est avec vous qu'on va commencer cette révolution-là pacifique au Canada, la révolution du bon sens. Et je pense que cette année est une année importante pour envoyer un grand signal à ces politiciens-là à Ottawa que vous en avez assez, que vous voulez regagner votre pays, que vous voulez mettre un terme à l'immigration de masse, que vous voulez arrêter les déficits, arrêter l'inflation. Le Parti populaire est là pour vous. Merci de cette invitation-là. Puis, pour moi, bien, il reste 2 semaines de campagne. Puis, je peux vous dire qu'on va voyager à travers le pays, rencontrer les gens et continuer à faire cette campagne-là jusqu'à la dernière minute. Un gros merci. On vous appuie. On va être avec vous autres en pensée. On vous envoie de l'énergie parce que ça doit être une période extrêmement fatigante et très, très drainante en énergie. Donc, bonne continuation. Puis on souhaite bonne chance pour le 28 prochain.
Merci. Bye Merci bye. beaucoup. Bonne journée.